Pendant que vous êtes très sages, je vais en profiter pour vous présenter notre prochain invité. Il est professeur titulaire en droits et libertés de la personne à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il est l'auteur du livre « Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie, les droits et libertés de la personne », publié en 2022 chez Somme Toute. Il a aussi coécrit avec Christian Brunel et Myriam Roussel « La liberté d'expression en contexte de crise, le cas de la grève étudiante » en 2012. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le professeur Louis-Philippe Lampron. Alors, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. D'emblée, vous m'avez peut-être entendu, j'ai le principal péché, c'est très 2019 d'avoir osé faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un vilain rhume et je tousse. Et je suis là malgré tout, mais j'ai fait subir à plusieurs reprises à mes narines le traitement cruel et inusité adéquat pour m'assurer que ce n'était qu'un rhume, et ça fait 10 jours que j'ai la mauvaise toux. Alors, si jamais il y avait une éclosion de COVID, c'est pas moi. Juste préciser, c'est important. Alors, conférence sur la liberté d'expression, sujet extrêmement vaste sur lequel je travaille depuis que je suis prof à l'Université Laval en 2007. Beaucoup d'éléments. Évidemment, c'était très riche que d'entendre les collègues, le panel, la prof Tellier notamment, là, on a parlé beaucoup de la liberté académique, hein, le projet de loi 32, on pourra donc y revenir. Mais c'est une liberté qui est fondamentale, la liberté d'expression. D'ailleurs, j'ai combien de temps? Une vingtaine? C'est très peu, mais on va faire avec. Alors, c'est une liberté qui est fondamentale. Non, c'est très bien, c'est une blague, je me plains pas. Liberté fondamentale parce qu'elle est inextricablement liée à la démocratie. Hein, la vieille idée selon laquelle c'est de l'échange de points de vue opposés qui est censé jaillir la lumière. Là, je veux dire, l'idée de démocratie, c'est que ça doit reposer sur le débat éclairé. Alors, c'est pour ça que souvent, notamment dans des régimes comme aux États-Unis, certaines juridictions nationales en font même la première des libertés fondamentales, se cachent même pas sur le fait qu'il y a une hiérarchie des droits fondamentaux et que la liberté d'expression est au sommet de la pyramide. Elle est aussi fascinante parce que c'est un objet, puis on le voit dans les débats publics notamment, c'est un objet qui est à la fois politique et juridique. Dans des régimes comme le Québec, où on a la charte québécoise, on ne parlera pas trop de la canadienne, on va focaliser sur la québécoise, depuis 1975, qui codifie dans l'ordre juridique québécois la liberté d'expression, à l'article 3, ça va être interprété juridiquement parlant, mais politiquement, ça a aussi une signification. C'est-à-dire que quand j'exerce ma liberté d'expression, il y a une responsabilité parce qu'il y a des conséquences qui sont associées à toute prise de parole dans l'espace public, en fait. Et ça n'a rien à voir avec le volet juridique, à quelque part, qui concerne les rapports entre les justiciables, les citoyens, et l'État. C'est le pouvoir, en fait, de restreindre l'expression qui est en cause, alors que sur l'objet politique, nécessairement, dans la démocratie, dans le jeu démocratique, on peut se servir de nos libertés d'expression pour manifester, parfois de manière virulente, notre désaccord par rapport à des points de vue qui ont été exprimés. Et dans ce sens-là, l'objectif, en fait, de la conférence est de faire un petit tour d'horizon en disant où est-ce qu'on en est pour le curseur, où est-ce qu'il est placé, le curseur, juridiquement parlant, pour parler de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, on sort de 2 ans de pandémie, alors on en a entendu des vertes et des pas mûres quand on a parlé de droits et libertés de la personne. En fait, moi, comme prof de charte, j'avoue que je suis même plus capable d'entendre le mot droits et libertés de la personne, tellement ça a été galvaudé. Mais la liberté d'expression, elle est aussi fréquemment galvaudée. Et souvent, on entend cette idée selon laquelle on n'a plus le droit de rien dire, en fait. Et moi, je vais focaliser sur droit. Parce qu'on n'a jamais eu le droit de tout dire. C'est la professeure Elma Brou qui faisait référence tout à l'heure, et elle a tout à fait raison. Il y a toujours eu des limites à la liberté d'expression au sens légal du terme, et il y a surtout eu toujours des conséquences et des difficultés et un courage associé à la critique d'institutions de puissance ou de discours dominants dans l'espace public au sens politique du terme. Donc, cette pression qui vient avec le fait de devoir assumer les conséquences quand on prend la parole pour dénoncer quelque chose, puis on est un peu à la marge quand on le fait dans une société X, Y ou Z, ça a toujours été, en fait. Alors, pour moi, le problème, il est moins dans le fait que
Et c'est paradoxal, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, peut-être qu'on est dans une société où on n'a jamais eu autant d'occasions de dire, justement. Dire trop, dire beaucoup, mais je veux dire, et dire sans trop réfléchir. En fait, quand on publie sur les réseaux sociaux, là, un drunk tweet, là, c'est jamais idéal, mais je veux dire, c'est tapissé sur Internet depuis le Web 2.0, la capacité qu'on a d'exprimer le point de vue. Alors, moi, la crainte que j'ai, c'est, et je ne saurais trop saluer ce que le troisième point, je pense, de la prof Tellier sur le financement public des universités. Je pense qu'on est dans une crise institutionnelle, beaucoup plus qu'une crise qui concerne la liberté d'expression au sens effectif du terme. Où se trouve le curseur pour assurer la protection de celles et ceux qui vont prendre la parole pour faire porter un discours qui est minoritaire, parce que c'est le cœur de la liberté d'expression. Hein, je me souviens pas il y en a beaucoup d'intellectuels qui l'ont dit, mais la liberté d'expression pour protéger le discours majoritaire, ça sert absolument à rien. C'est le discours majoritaire. Le but de la liberté d'expression, c'est de protéger le discours qui heurte, qui choque, qui est désobligeant, voire qui est offensant, en fait. C'est l'objectif de la liberté d'expression. Alors, surtout dans le rapport à la critique, en fait, je vous dirais que le grand problème de la liberté d'expression actuellement, c'est que trop souvent, on la limite à la liberté d'opinion. Hein, moi, je viens de la ville de Québec, là, alors les radios d'opinion, etc., la liberté avec un A circonflexe, n'est-ce pas? C'est très Québec. Mais l'objectif, quand même, c'est de ne pas oublier que le lien inextricable avec la société démocratique, il repose sur le rejet du relativisme des opinions qui peuvent être exprimées. Il y a une hiérarchie de valeurs des activités expressives, en fait, et cette hiérarchie des valeurs-là, on la retrouve à la fois dans la philosophie politique, quand on cherche sur la liberté d'expression, mais également dans la jurisprudence qui est applicable en droit québécois, en fait. Hein, il y a des valeurs qui circonscrivent le cœur de la liberté d'expression, et tout dépendant d'où on se trouve quand on s'exprime sur la place publique, plus on est au cœur de ces valeurs-là, et plus, et c'est le principe du curseur, hein, il doit être difficile de restreindre la personne qui s'exprime dans ce type d'activité-là. Alors, on a parlé de la diffamation ou de la propagande haineuse plus tôt aujourd'hui. Alors, quand on regarde le raisonnement propre aux chartes, toujours un raisonnement en deux temps, la première chose, il faut se demander si il y a une restriction à la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une loi qui me sanctionne, en fait, parce que je mens sur autrui? Je prétends, par exemple, que M. Duceppe, qui est ici, est un grand fan des Nordiques de Québec. C'est vrai, ça? Ça dépend des années. Bon, très bien. Non, donc, le fait de mentir... Oui, pas dernièrement, non. Pourtant, ils sont en série en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, le fait de mentir publiquement, c'est protégé par la liberté d'expression. Donc, si jamais je contestais les dispositions qui m'interdisent, qui me permettent de me poursuivre pour avoir diffamé autrui, bien, dans le raisonnement, là, ce serait protégé par la liberté d'expression, mais c'est une limite qui est raisonnable dans une société libre et démocratique, parce que le fait de mentir sur autrui, c'est à la marge des valeurs qui structurent la liberté d'expression. Donc, c'est facile, en guillemets, pour l'État, de justifier des atteintes à cette fameuse liberté d'expression-là en ce qui concerne cette activité expressive-là. Alors, ce que je vous propose, là, rapidement, de faire un petit tour d'horizon de la liberté d'expression, mais surtout de nous intéresser aux piliers institutionnels. Qu'est-ce qui fait de la liberté d'expression ce corollaire, ce socle de légitimité sur lequel reposent toutes les sociétés démocratiques? Et elle est là, la crise dans la société polarisée à laquelle on est confronté actuellement. On a fait référence aux réseaux sociaux tout à l'heure. Cette espèce de culture de l'accès à l'information en silo. Hein, c'est-à-dire, on est entre nous, on ne va plus vers les groupes opposés. Je veux dire, le commentaire qui a été fait par le professeur, je suis désolé, j'ai oublié votre nom, de l'Université d'Ottawa, qui a eu un commentaire en disant « Ah, tu vas parler au Bloc québécois, c'est terrible », je l'ai eu aussi. Donc, cette idée-là, selon laquelle il y aurait des forums OK et des forums plus problématiques, il faudrait aller dans les bons et pas dans les mauvais, c'est extrêmement délétère pour la société démocratique. Peu importe le désaccord, il faut qu'on soit capable de se parler. Si on n'est plus capable de se parler, mais la polarisation va aller croissante et à terme, ça crée une scission au sein de la société et ça, c'est vraiment dramatique. Et c'est pour ça que les piliers institutionnels sont aussi importants, beaucoup plus importants que, et là je réfère à la courte conférence de Mathieu Bock-Côté,
communauté, cette impression selon laquelle on ne pourrait plus rien dire ou que certains discours pourraient être catégorisés par certains groupes de nauséabonds. Ça a toujours été, en fait. Toujours des groupes qui sont en profond désaccord avec ce qu'on va dire et qui vont tenter par différents procédés, pas toujours catholiques, de décrédibiliser le point de vue opposé. Ça, c'est de tout temps. Mais là où c'est important socialement pour rompre cet isolement et cette polarisation-là, c'est les institutions démocratiques. Et il y a des garanties institutionnelles qui sont beaucoup plus importantes que la liberté de dire sa propre opinion, en fait. Hein, le « moi, je pense que », là, c'est formidable dans un souper de famille, mais je veux dire, démocratiquement parlant, on va pas si loin que ça avec le droit de dire ce qu'on pense que. Ce qui compte, c'est d'être capable de déterminer et surtout d'avoir accès aux informations qui vont nous permettre de nous faire une tête éclairée sur tous les biens d'experts qui structurent la société démocratique. Alors, je disais, là, la liberté individuelle, et là, c'est un plan en 2 parties, mais je pense que je suis déjà rendu à 15 minutes de temps. J'ai pas mon chronomètre avec moi. Où en suis-je? Je peux étirer? Vous me sentez en forme, là, c'est ça? Oui, bon, très bien. Alors, je continue. Alors, c'est un plan en 2 parties que je vous propose de manière absolument autoritaire. Là, j'impose un décret d'urgence pour vous dire ça va être ça. D'une part, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer l'existence d'une atteinte à la liberté d'expression. Puis après ça, les fameuses garanties institutionnelles. Donc, les valeurs. Hein, c'est quoi les valeurs? Définition très, très large, hein, d'une activité expressive. Moi, j'aime beaucoup parler des objets d'expression quand on parle des droits et libertés de la personne. Et les droits et libertés, pour moi, là, c'est quelque chose qui s'inscrit, puis ça, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que je focalise sur la Charte québécoise, pour pas qu'on s'enfarge dans les fleurs de la Charte canadienne et de sa légitimité, là. Les droits et libertés, ça s'inscrit dans un mouvement international qui remonte à 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le plus jamais ça. René Lévesque, il y a des discours absolument magnifiques là, où il défend l'importance de la Charte québécoise des droits et libertés dans l'ordre normatif québécois. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre le contenu d'un texte avec son contenant, en fait. Et le contenu des droits et libertés, c'est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de très, très vaste. Alors, les valeurs, et ça, c'est quand même assez cohérent, peut-être constant en droit international. Qu'est-ce qui définit le cœur de la liberté d'expression? Ben, c'est justement l'idée de démocratie. La recherche de la vérité, la participation au processus démocratique. Hein, ce qu'on fait ici, là, comme c'est organisé par un parti politique, on pourrait dire que c'est un débat qui est en plein cœur de la liberté d'expression. Alors qu'un débat, moi j'aime beaucoup les lignes ouvertes, là, quand le Canadien s'est fait massacrer, là, je me défoule collectivement avec d'autres sur des lignes ouvertes. Ça, c'est plus à la marge, en fait. C'est plus écarté des valeurs qui structurent la liberté d'expression. Il y a quelques limites intrinsèques. Une fois qu'on a défini très largement l'objet de protection de la liberté d'expression, là, comme étant, ça repose sur l'intention de l'émetteur du message. Peu importe qu'une personne ait été en mesure de me comprendre ou pas, ça n'a pas de pertinence. Si moi, j'avais l'intention, en posant un geste, comme par exemple en échappant mon crayon ici, je voulais vous transmettre le fait que j'étais maladroit, ben que vous l'ayez pas compris, c'est pas important. Il fallait que moi, j'ai l'intention de vous transmettre un message en faisant ça, et c'est considéré comme une activité expressive protégée. Maintenant, il y a des limites intrinsèques quand même. La crise des camionneurs à Ottawa, c'était une limite intrinsèque à la liberté d'expression à tout le monde en droit québécois et canadien. On ne peut pas choisir de s'exprimer d'une telle manière qu'on va instrumentaliser un lieu public de manière contraire à sa destination. Alors, diriger une barricade de camions lourds, ça, c'est pas protégé par la liberté d'expression. Autre limite intrinsèque, c'est par exemple d'utiliser la violence physique à l'égard d'une autre personne. Je choisis d'exprimer mon désaccord avec une personne en le giflant. Clairement un message que j'envoie, mais c'est pas protégé. C'est pas une manière qui peut être protégée par la liberté d'expression. Ensuite, sur les grandes limites à la liberté d'expression, là, quelques balises quand même qui relèvent du droit québécois. Diffamation et propagande haineuse, on l'a dit, hein, on y a fait référence, là, il y a en ce moment, à la Chambre des communes, un débat pour réintroduire dans la Loi canadienne des droits de la personne des dispositions qu'on avait retirées là, et qui permettent justement d'enquêter sur la propagande haineuse. La propagande haineuse, elle est quand même définie en droit canadien de manière extrêmement restrictive. Alors,
par la Cour suprême du Canada. Et donc, on retrouve, même s'il y a beaucoup de problèmes, en tout cas dans la version actuelle du projet de loi, là, c'est assez alambiqué, on a du mal à s'y retrouver, voire notamment on confond propagande haineuse et diffamation là, dans le projet de loi. Il y a beaucoup de problèmes, mais l'idée de haine comme étant une limite juridique au-delà de laquelle on peut sanctionner valablement une personne, en droit canadien, dans l'état actuel des choses, c'est des propos qui doivent équivaloir à une menace de violence physique ou à peu près à l'égard des membres du groupe. Alors, l'idée de la critique en ce qui concerne tout groupe qu'on peut définir, que ce soit des groupes religieux, des groupes fondés sur l'orientation sexuelle, le genre, etc., là, la Cour suprême était très, très claire. Là, si ça porte atteinte à la dignité des membres du groupe, c'est pas suffisant pour qu'on parle de propagande haineuse. C'est un critère qui est quand même très, très restrictif, justement pour s'assurer que le droit ne vienne pas stériliser indûment le discours démocratique et la liberté d'expression qui doit protéger un discours qui heurte en fait les sensibilités. Même élément sur la sensibilité d'autrui. Ça, on en a beaucoup parlé, notamment dans le contexte de l'université. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que le droit devrait imposer des safe spaces? Est-ce que certains mots, je regarde la collègue lieutenant Duval, pourraient ou ne pourraient pas être prononcés à l'intérieur d'une salle de classe parce qu'ils heurteraient la sensibilité de certains étudiants, etc.? Ça, ce n'est pas un critère qui a été retenu par la jurisprudence. L'arrêt Ward contre Gabriel, là, on a rappelé que le curseur ne pouvait pas être placé à ce critère-là qui est beaucoup trop flou, malheureusement, et surtout qui engloberait trop large. Parce que si la sensibilité d'autrui permet de déterminer ce qui peut et ne peut pas être dit, le grand problème, c'est qu'il n'y a plus de critique possible, en fait. Il n'y a plus de critique légitime. Parce que toute critique, même légitime, et j'en ai reçu, passablement dans ma vie, je continuerai à en recevoir et c'est très bien, ben c'est pas agréable à recevoir. Voir si elle est virulente, ça peut même être heurtant, ça peut être blessant. Mais c'est le propre d'une société démocratique. Et il y a quand même un spectre d'intensité, plus on occupe une fonction publique. Les élus, et ça c'est établi dans la jurisprudence depuis longtemps, doivent avoir la peau plus épaisse à l'égard de la critique. Et donc, il y a différents critères comme ça qui font en sorte que c'est vraiment clairement établi par la Cour suprême du Canada dans Ward contre Gabriel, par la majorité, là, c'était une courte majorité quand même, mais c'est quand même l'état du droit. Le critère ne peut pas être celui de la sensibilité d'autrui. Pilier institutionnel maintenant, et pour moi, c'est là où on a beaucoup de travail à faire. Vous, les élus là, qui êtes ici, là, si vous avez quelque chose sur lequel il faudrait agir, c'est beaucoup plus sur le renforcement de ces piliers institutionnels qui, je le rappelle, ont vocation à protéger celles et ceux qu'on va collectivement charger d'aller chercher l'information dont on a tous et toutes besoin pour être capable d'exercer valablement nos droits démocratiques. Hein, la liberté d'expression, là, il n'a aucune valeur dans une société où l'accès à l'information est impossible ou beaucoup trop difficile. Il y a trop de biens d'experts, et on l'a vu pendant la pandémie, on s'est tous un peu improvisés épidémiologistes 101, mais je veux dire, on avait besoin de ces informations-là. Et ces informations-là, pour être capable de s'y fier, il faut qu'il y ait des institutions protégées par le droit qui vont protéger aussi celles et ceux qui vont challenger les élus ou qui vont aller chercher ces informations-là ou qui vont les fournir à la population avec certains standards d'indépendance, de fiabilité et de rigueur. Alors, 3 piliers institutionnels qui sont inextricablement, et ça c'est reconnu là comme étant les piliers sur lesquels vont pouvoir être effectives les garanties qui protègent la liberté d'expression. L'accès à l'information, je vais y revenir, et les 2 libertés là, fondamentales, liberté de la presse et liberté académique. Liberté de la presse et liberté académique, et c'est une très bonne chose que le projet de loi 32, et là pour celles et ceux qui m'ont vu sortir qui ont déchiré ma chemise carrément sur la première mouture du projet de loi 32, vous faut être étonné de ce que je viens de dire, mais dans les faits, il y a eu des amendements importants suite à la levée de bouclier généralisée de tous les membres de la communauté universitaire du Québec qui ont été apportés avant l'adoption, notamment la définition de la liberté académique qu'on retrouve à l'article 3 du projet de loi 32. Elle reprend finalement, alors que c'était tronqué au départ, là, la définition de l'UNESCO. Alors, on protège expressément le droit de critiquer son institution. On retire le fait de ne pouvoir bénéficier de la liberté académique que lorsqu'on est dans notre domaine d'activité.
Donc, on élargit ça à la poursuite de la mission universitaire et sur le pouvoir qui est exorbitant de la ministre là, de l'enseignement supérieur de venir dire aux universités qu'est-ce qui doit faire partie des politiques sur la liberté académique. Là. On est venu adoucir ça passablement. Il y a encore, j'ai pas les deux bras dans les airs, c'est pas une formidable loi, mais je veux dire, au moins, ce n'est plus un recul pour la liberté universitaire et c'est un plancher sur lequel bâtir les murs et le plafond pour la suite des choses, pour protéger valablement les collègues qui vont faire leur travail à l'intérieur des universités. Alors, il y a des similarités importantes, je le disais, entre la liberté de la presse et la liberté académique. Pourquoi? Parce que autant les journalistes que les universitaires, bien, ce sont des corps de métier que collectivement on a chargé d'aller chercher l'information dont on a besoin et de la rendre disponible. Hein? L'idée, cette vieille idée là, selon laquelle, là, moi j'ai encore mon... Je suis désolé, il faut que je le cite directement, il me l'a fait trop souvent. Mon beau-père, à chaque mois de mai, il a arrêté, là, mais je disais, c'était toujours, puis pas fâché d'être en vacances. Je disais, non, mais là, arrête. Je ne fais pas que donner des cours. La recherche, puis tout ça, cette idée-là de ce qui se passe à l'université, elle est encore mal comprise. Mais à travers la recherche, les universités, comme les entreprises de presse, en principe, ils ont vocation, s'il y a des garanties d'indépendance assez fortes, à être capables d'aller transmettre ces informations-là. Ce sont des sources d'informations fiables dont on n'a à peu près jamais eu autant besoin dans une société post-factuelle, post-élection de Donald Trump, etc., etc. Il faut que, au sens citoyen du terme, il y ait des institutions qui vont être assises sur des garanties d'indépendance reconnus par le droit, qui permettent d'éviter qu'on lance des collègues sous les roues de l'autobus si ça ne fait pas l'affaire de la clientèle. Et c'est pour ça qu'une loi comme le projet de loi 32 est aussi intéressante à mon sens, parce qu'une liberté fondamentale, il faut s'en rappeler, c'est un bouclier. Un bouclier qui peut être levé par la personne qui en est la titulaire. Donc, on reprend l'exemple de l'affaire Lieutenant Duval, avec une bonne définition de la liberté universitaire, qui définit à la fois, qui protège à la fois l'indépendance des institutions universitaires, des pouvoirs en place, mais à l'intérieur des institutions, doit protéger aussi le ou la collègue contre des pressions internes, en fait. Il faut que le ou la collègue soit en mesure d'être capable, en toute indépendance et sans pression indue de la part de ses propres pairs, de faire ce qu'elle croit être le juste, en guillemets, dans sa salle de classe. Alors, l'affaire Lieutenant Duval, qui pour moi est une catastrophe au niveau de la gestion de crise, mais qui témoigne surtout d'une approche clientéliste de l'affaire et qui, je veux dire, sont mis en adéquation quand même, et c'est la même université, l'affaire Lieutenant Duval et l'affaire Attaran. Bien, il y a aussi la précarité puis le fait que la collègue Lieutenant Duval était une femme par rapport à Amir Attaran, qui est un homme et qui est un prof permanent. La réaction est absolument différente aussi. Dans un contexte, il faut le rappeler, là, de clientélisme avéré qui est, et là-dessus je partage complètement la vision, là, inextricablement lié au sous-financement chronique des universités. Des universités qui sont correctement financées, ce sont des universités qui vont avoir des dirigeants plus courageux, qui vont arrêter d'avoir peur, de froisser des partenaires financiers potentiels pour être capables d'assurer le financement adéquat des universités. Là, ça, c'est le nerf de la guerre si on veut s'assurer du maintien de l'institution universitaire, au sens là, démocratique du terme, là, et ça passe par le respect de la liberté universitaire. Dernier élément, et je termine là-dessus, je suis désolé, mais merci d'avoir accepté d'étirer la sauce, là, M. Champoux. L'accès à l'information. L'accès à l'information, là, ça, c'est le nerf de la guerre, et là, les élus ont vraiment une grande responsabilité et une... si on veut agir, en fait, l'idée de la transparence, elle est fondamentale. L'idée de la capacité, j'ai quelques exemples à vous donner. Là, on a parlé de la dérive de l'obligation de loyauté dans le secteur public. On a vu là, les affaires Katia Dufaux au Québec, Louis Robert notamment, l'agronome en fait, qui ont été congédiés pour avoir sorti des informations qui, entre guillemets, portaient atteinte à l'image de l'institution. Là, il faut clarifier les choses une fois pour toutes, et ça, c'est dans les mains des élus
il faut être capable de replacer le curseur au bon endroit. La loyauté des agents de l'État, elle est envers la population. Elle n'est pas envers les dirigeants des institutions publiques qui ne font que passer, en fait. C'est très, très, très différent de l'obligation de loyauté dans le secteur privé où il y a un domaine de concurrence qui peut rendre cohérent le fait, par exemple, que Walmart sanctionne un de ses associés parce que sur les réseaux sociaux, il a dénoncé le fait que ce qu'on vend chez Walmart, c'est mauvais, c'est pas bon. Parce que là, ça va nuire à la capacité de l'entreprise de faire ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire vendre ses produits de piètre qualité. Commentaire éditorial, comme ça, gratuit. Et hop, c'est ça m'a fait plaisir. Mais je ne suis pas associé chez Walmart, je peux donc me permettre ce commentaire éditorial. Mais ceci étant dit, la dérive de l'obligation de loyauté, là, on en parle depuis des années. Et c'était quelque chose qui commençait à s'installer à l'université aussi, et c'est extrêmement problématique. Il faut absolument régler ça une fois pour toutes et s'assurer que celles et ceux qui sont en mesure de transmettre les informations dont la population a besoin quant à la santé des institutions, ben ils craignent pas pour leur travail, en fait, si jamais ils commencent à parler à un Patrick Lagacé ou à une Isabelle Haché. Garantie minimale maintenant pour avoir accès, les mécanismes là, qui permettent de donner accès aux informations gouvernementales. Tout le monde a en tête là, la récente, je ne sais pas comment le qualifier, là, mais l'avis de l'INSPQ, je crois, que Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada, avait demandé et qu'on lui a effectivement remis, mais qui était littéralement entièrement caviardé. Je veux dire, à un certain moment, il aurait été mieux de ne pas lui donner plutôt que de lui donner comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi de nature à affecter la confiance du public envers les institutions. L'accès à l'information, surtout en contexte de pandémie ou en contexte de crise, est encore plus important pour être capable d'assurer la confiance de la population à la justesse des décisions. Et ça, c'est lié à la liberté d'expression. Et l'autre élément dont il faut absolument parler, ce sont les réseaux sociaux et la responsabilité des élus qui choisissent d'aller sur les réseaux sociaux pour rejoindre la population. Ce n'est pas la même chose qu'un particulier, qu'un journaliste ou qu'un associé de chez Walmart qui a un réseau social. Là, il y a ce choix-là qui est fait par un élu d'utiliser les réseaux sociaux pour rejoindre la population, pour rendre de l'information publique. Donc, il y a des avantages à cette méthode-là, mais il doit y avoir également des inconvénients. Et ces inconvénients-là, pour moi, ils prennent la forme d'une limitation en la capacité qu'on a comme élu de bloquer celles et ceux qui ne font pas notre affaire. Ça ne peut pas se faire de la même manière que moi, qui me tanne parce que Robert, à chaque fois que je publie un article, il me dit que j'écris mal, mais je bloque Robert, ça n'a pas plus de conséquences que ça, c'est mon compte à moi. Mais quand on est un élu, il y a un enjeu d'accès à l'information dont on doit tenir compte, et il est clair que pour moi, là, à la Chambre des communes, comme à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir des instances qui sont responsables de déterminer, parce que ça implique pas que les élus doivent tolérer le trolling ou encore le harcèlement, que sais-je encore. Il y a des cas où on peut effectivement bloquer des usagers qui abusent, mais l'idée de la peau plus épaisse dont les élus, qui doit caractériser le comportement des élus par rapport à la critique, là, ça doit absolument être tenu en compte sur les réseaux sociaux, justement parce qu'il faut trouver des manières d'éviter cette polarisation qui est alimentée par la culture d'algorithmes, en fait, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui a malheureusement trop tendance à transformer celles et ceux qui nous suivent en gigantesques chambres d'écho qui nuisent à notre capacité de faire société. Alors voilà pour ce que j'avais à dire. Grosso modo, si je devais résumer en une phrase ce que je voulais vous dire, je n'ai pas l'impression qu'on n'est plus capable de rien dire. Bien au contraire, je trouve qu'on est vraiment très, très capable de dire des choses. Mais il ne faut pas confondre liberté d'expression et capacité de s'exprimer avec... Et ça, c'est de tout temps. Hein? La liberté d'expression, ce n'implique pas qu'on soit obligé de nous entendre et d'accepter notre discours. Et pour moi, ce qui est vraiment problématique dans une société polarisée, parce qu'il faut le dire, là, on se polarise de plus en plus sur différents enjeux, c'est d'être capable de travailler à renforcer les institutions démocratiques associées à la liberté d'expression et sans laquelle la liberté d'expression, là, ça ne vaut pas plus que le papier sur lequel c'est écrit. Alors, merci de votre attention.